Je suis Robert Martin, j'ai 65 ans et je suis à la retraite depuis 7 ans maintenant. Et je veux partager quelque chose avec vous. Il y a un groupe de gars que je vois à mon club, la plupart ont dans les 75, quelques-uns frôlent les 80, et au cours de la dernière année environ, ils m'ont donné des conseils. Pas de manière formelle, juste autour d'un café, après une partie de pétanque, ce genre de choses. Et honnêtement, beaucoup de ce qu'ils m'ont dit m'est resté, parce qu'ils ont déjà traversé l'étape de la vie que je vis en ce moment. Ils ont déjà fait les erreurs. Donc si vous avez la cinquantaine ou la soixantaine et que vous réfléchissez à ce qui vous attend, je pense que ça va vous intéresser. Il y a 10 choses ici, et la 7e est quelque chose avec laquelle je me débat moi-même. C'est exactement ce qu'un de ces gars m'a mis en garde, et c'est un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Pour certains d'entre eux, c'est peut-être trop tard pour corriger le tir, mais pour vous, ce ne l'est pas. Commençons par le premier. Celui-ci tape probablement le plus fort, et c'est un type nommé François, 76 ans, qui me l'a dit. Il m'a dit de penser aux 3 étapes de la vie, et de m'assurer de ne pas rater l'étape magique qui ne dure qu'un court moment. Et quand il me l'a expliqué, c'était parfaitement logique. Quand on avait 20 ou 30 ans, on avait tout le temps du monde, et on avait la santé parce qu'on était jeune. Mais on n'avait pas d'argent parce qu'on débutait à peine. Ensuite arrive le milieu de vie, la quarantaine et la cinquantaine, et là on gagne bien sa vie et on est encore en forme, mais le temps c'est ce qui manque. Tout passe dans la carrière et la famille. Ce sont les 2 gros postes, et il ne reste pas grand-chose pour le reste. Puis l'étape 3, généralement après la retraite, la soixantaine 10 et 80. On a tout le temps, on a probablement l'argent. Mais la santé commence à décliner, ou au moins on remarque des changements. Mais François m'a dit qu'il y a une étape magique entre les 2, et c'est quand tout s'aligne. On a le temps, on a l'argent, et on est encore assez jeune vers la fin de la cinquantaine ou dans la soixantaine pour faire les choses qui demandent de l'activité physique et du mouvement. Le problème, c'est que beaucoup de gens restent trop longtemps dans cette phase active du milieu de vie. Ils repoussent sans cesse le voyage. Ils retardent l'aventure. François m'a dit franchement, quelqu'un au début de la soixantaine a bien plus de chances d'aller se balader à Barcelone ou de faire une randonnée dans les Alpes que quelqu'un de 78 qui hésite devant les escaliers. Alors, ne laissez pas passer cette fenêtre. Elle ne reste pas ouverte éternellement. Et ça mène directement au 2e conseil. Celui-ci vient de plusieurs gars du club, et il concerne les 3 types de temps. Parce qu'il est très courant d'en prioriser 2 et d'oublier complètement le 3e. Et si on fait ça, on finit par abîmer les 2 autres. Voilà ce que je veux dire. Il y a le temps de carrière, le temps des relations, et puis il y a celui que la plupart des gens ignorent, le temps de récupération ou de renouvellement. C'est ce qui nous donne de l'énergie. Le conseil que j'ai reçu de ces messieurs, c'est que pendant les années chargées, il faut comprendre ce qui nous renouvelle vraiment, et ensuite lui faire de la place. Cette chose où quand on l'a fait, le temps file. Peut-être que c'est marcher dans la nature, peut-être que c'est s'entraîner, peut-être que c'est le tennis ou le travail du bois, ou quelque chose de totalement différent. Un des gars du club m'a parlé d'une connaissance à lui qui a environ 55 ans et qui s'est remis à l'escalade récemment. Il en faisait gamin et jusqu'à la vingtaine, puis la vie s'est interposée. Maintenant, il s'y est replongé à fond, et ça devient une partie de son identité plus importante que sa carrière ne l'a jamais été. Il disait que le type pense à son identité comme un camembert, ce qui peut paraître bizarre, mais ça avait du sens. La carrière était encore une grosse part, la famille aussi, le sport et la foi étaient là. Mais l'escalade ne cessait de grandir. Et il réduisait délibérément la part professionnelle pour faire de la place. Et il le fait maintenant, à 50 ans, parce qu'il sait que l'escalade n'est pas exactement un sport qu'on peut faire toute sa vie. On peut nager ou faire du vélo à 70 ans. L'escalade a une fenêtre. Le 3e conseil que j'ai entendu des aînés du club, c'est qu'il est normal de dire non plus souvent, surtout à partir de la cinquantaine. Réfléchissez-y. La première moitié de la vie, la vingtaine et la trentaine, on disait oui à tout. Et c'est en partie pour ça qu'on en est là. On a dit oui aux nouvelles opportunités, aux responsabilités, et ça a ouvert des portes. Mais dans la seconde moitié de la vie, il faut réaliser que c'est normal de dire non et de respecter ses propres besoins. C'est important de prioriser ce temps de récupération dont on parlait, et parfois la seule façon de le faire, c'est de dire non à d'autres choses et à d'autres personnes. C'est normal de dire non aux obligations sociales, aux engagements professionnels, même aux nouvelles opportunités. C'est même normal de dire non aux amis si ce qu'ils proposent ne nous convient pas. Priorisez les choses qui vous apportent de la vraie joie et de la paix. À ce stade de la vie,
Vous l'avez mérité. Le quatrième conseil des types de 75 ans est quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Ils m'ont dit « Souviens-toi, le temps vaut infiniment plus que l'argent ». Cette expression « le temps c'est de l'argent » est complètement fausse. Le temps c'est quelque chose dont on a de moins en moins chaque jour. Mais l'argent, si on a été malin, notre argent est probablement en train de générer plus d'argent tout seul en ce moment même. Ce qu'il ne génère certainement pas, c'est plus de temps. Le temps reste la ressource la plus rare qu'on ait, encore plus que tout ce qui se trouve dans nos assurances-vie ou nos comptes d'épargne retraite. Et si vous avez la cinquantaine, c'est un moment charnière, parce que ça va donner le ton à toute la seconde moitié de votre vie et à la façon dont tout se déroule. Mais il faut être intentionnel, parce que le temps ne va faire qu'accélérer à partir de maintenant. Et vous l'avez probablement déjà remarqué. À quelle vitesse les années passent. C'est quelque chose que chaque personne de mon club dit, sans exception. Il y a un autre conseil lié à celui-ci, et c'est qu'on ne peut pas créer plus de temps, mais il y a des moyens de le ralentir ou de l'étirer. Je vous donne un exemple concret. Pensez à votre vie comme une ligne de temps. Vous avez un certain nombre d'années en bonne santé devant vous, puis il y a une période où les choses commencent à ralentir, et puis il y a une fin. C'est la réalité pour nous tous. Mais si vous preniez une décision à 50 ans qui créait une vraie habitude de sport, de cardio, de renforcement musculaire, est-ce que cette habitude pourrait vraiment allonger les années en bonne santé? Est-ce qu'elle pourrait au moins repousser le moment où les choses commencent à décliner? Beaucoup d'études disent « oui, c'est exactement ce qui se passe ». Évidemment, personne ne sait ce que demain nous réserve, mais investir du temps et de l'argent dans sa santé donne certains des meilleurs retours qu'on puisse voir. Mais il y a en fait une deuxième façon d'avoir plus de temps. On ne peut pas le fabriquer, mais on peut l'acheter. Et vous le faites déjà. Pensez à quelque chose de simple comme la vidange de votre voiture. Vous pourriez regarder la vidéo YouTube, aller acheter le matériel, passer tout l'après-midi à le faire vous-même, et c'est peut-être 2 ou 3 heures sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Ou vous pouvez l'amener au garage, le faire en 20 minutes, et consacrer ces 90 minutes à quelque chose que vous voulez vraiment faire. Dans le second cas, vous avez essentiellement racheté 90 minutes de vie. Et vous avez aidé quelqu'un qui fait vivre sa famille. Un des gars du club m'a dit qu'il a décidé de payer quelqu'un pour nettoyer sa terrasse au Karcher au lieu de le faire lui-même. Il a dit qu'il a récupéré 4 ou 5 heures de sa vie et quelqu'un d'autre a eu un travail rémunéré. Et beaucoup des gars que je connais qui ont bien réussi ont cette mentalité. Je fais ce que je fais le mieux et je paye pour le reste. Chacun doit prendre ses propres décisions. Mais si vous pouvez vous le permettre, racheter votre temps est l'une des choses les plus intelligentes que vous puissiez faire. Le conseil suivant vient d'une femme que je connais par des amis. Elle a 69 ans maintenant, et c'est lié à cette idée de créer plus de temps. Je lui ai parlé environ 1 an après le décès inattendu de son mari. Elle avait 68 ans à l'époque, et comme on peut s'y attendre, elle se sentait assez perdue. Elle gérait toutes les choses à faire et commençait aussi à réfléchir à ce qu'elle voulait espérer dans l'année à venir. Elle a mentionné quelques idées autour des voyages, de la santé et de l'approfondissement de sa foi, et s'est fixé quelques objectifs dans chacun de ces domaines. Pendant cette année, on est resté en contact ici et là. Elle allait mieux. Mais quand je l'ai revue en personne environ 1 an plus tard, je n'exagère pas, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle était complètement différente, rayonnante, en forme, renouvelée. Elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait faire en chirurgie. Ce qu'elle avait fait, c'était construire quelques habitudes de santé physique et mentale. Elle avait commencé le yoga et l'exercice régulier. Elle consacrait du temps à la méditation et à la prière. Elle avait 69 ans, mais honnêtement, elle faisait 50 et quelques. Elle m'a dit qu'elle a le sentiment d'avoir ajouté 10 années en bonne santé à sa vie. Et c'est exactement ce dont on parlait avec l'étape magique et comment la prolonger. Elle a trouvé comment obtenir plus de temps, ou du moins, plus de temps en bonne santé. Le conseil ici est de prioriser votre santé physique et mentale dans la cinquantaine. Si vous y arrivez, vous étirez cette fenêtre dorée. Maintenant, le 7e conseil, celui avec lequel je me débattais moi-même. Et je vais être honnête. Il me vient d'un gars du club qui était à la retraite depuis environ 6 mois quand il m'a raconté ça. Et c'est très courant aussi bien pour les cinquantenaires que pour les retraités. Je n'aime pas l'admettre, mais je pense que ça a un rapport avec ce qu'on appelle la crise de la cinquantaine. Et ça concerne le jeu du statut. C'est un concept tiré d'un livre de Will Storr, et ça signifie qu'on achète souvent des choses pour afficher notre réussite ou pour appartenir à un certain groupe. Mais la vérité, c'est que ces choses apportent rarement un bonheur durable. Ce gars, 6 mois à la retraite,
planifiait ses finances et a dit qu'il voulait enfin s'acheter la voiture de ses rêves. Il en avait toujours voulu une et c'était le moment de se faire plaisir. Il a fait les calculs, ça changeait à peine quoi que ce soit dans son plan, donc il s'est senti confiant et l'a acheté. Une Porsche. 6 mois après, je lui ai demandé comment c'était. Et vous devinez probablement déjà ce qu'il a dit. Il m'a dit « Ouais, elle est bien, mais l'excitation est retombée en environ 2 semaines. » Avec du recul, il a dit « J'aurais probablement dû la louer pour un mois, ça m'aurait suffi. » Bon, il n'y a rien de mal à s'acheter de belles choses. Je sais qu'il y a des passionnés de voitures qui ne seraient pas d'accord avec cet exemple. Mais le point, c'est que ça vaut peut-être le coup de prendre 10 minutes supplémentaires avant le prochain gros achat pour se demander pourquoi on le fait vraiment. Et je me l'applique à moi-même, parce que l'année dernière, j'ai voulu m'acheter une belle montre. Et quand j'y ai vraiment réfléchi, voilà ce qu'il y avait derrière. Premièrement, c'était la validation. Je voulais un signe visible de réussite, quelque chose qui dit « j'ai réussi ». C'est le jeu du statut pur et simple. Deuxièmement, c'était la comparaison et la pression sociale. On vit dans un monde où on est mesuré par ce qu'on a et pas par qui on est. Troisièmement, c'était l'identité et l'estime de soi. Quand votre identité est liée à votre carrière depuis 35 ans et que c'est fini, acheter quelque chose de cher peut donner l'impression d'affirmer qu'on compte encore. Et quatrièmement, et celui-ci fait mal, c'est la peur de devenir hors-jeu. Quand on arrive à 50 ou 60 ans, on s'inquiète de perdre sa pertinence dans un monde qui valorise la jeunesse. Avoir quelque chose de luxueux nous fait sentir qu'on est encore dans la course. Pour revenir au gars avec la Porsche, son conseil c'était de voir si on peut louer l'expérience avant de l'acheter. Avec du recul, il aurait préféré dépenser 3 ou 4 000 € pour la louer 30 jours et voir si ça suffisait. Au lieu de ça, il a dépensé dans les 150 000 pour le découvrir. Si vous louez les expériences d'abord, vous dépensez peut-être de l'argent pour quelque chose que vous ne possédez pas. Mais ça pourrait vous économiser beaucoup sur le long terme. Le conseil suivant vient de plusieurs gars du club qui avaient toujours entendu dire que les dépenses baissent à la retraite. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé dans leurs premières années. Et ensuite, il a fallu un peu d'ajustement pour remettre les choses sur les rails. Je l'ai constaté moi aussi. On planifie un montant mensuel. Disons qu'on estime qu'avec 3 500 € par mois, c'est largement suffisant. On pense à ses dépenses, on inclut les voyages et peut-être une voiture et le reste, et on croit que c'est un chiffre solide. Mais la première année de retraite arrive, et soudain on dépense plus que prévu parce que c'est maintenant, pas vrai? C'est maintenant ou jamais. On est dans ce triangle magique où on a le temps, l'argent et la santé, et on veut profiter des trois. Les dépenses grimpent tout simplement. Ils ont ajusté, tout va bien. Mais le conseil, c'est de commencer à suivre vos dépenses maintenant, dans la cinquantaine. Utilisez un outil, quelque chose qui catégorise tout automatiquement en fin de mois. Comme ça, vous pouvez voir exactement ce que vous dépensez en courses, au restaurant, en vacances, en tout. Ça vous donne des données réelles, au lieu de deviner ce que la retraite va coûter. Le 9e conseil vient d'un gars qui a pris sa retraite vers la cinquantaine. Et avec tout ce nouveau temps libre, il s'est concentré sur quelque chose qu'il appelait la connexion. Il m'a raconté qu'une des premières choses qu'il a faites, c'était de recontacter un vieil ami, quelqu'un qui avait été un de ses témoins de mariage. Il s'était perdu de vue vers la fin de la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, parce que la vie était devenue chargée, les familles, les carrières, tout ça. Cette période où on n'a pas de temps. Mais maintenant qu'il en avait, il a appelé son ami. Et il m'a dit que c'était comme s'il reprenait exactement là où il s'était arrêté, comme s'il s'était parlé la veille. 20 ans de silence et puis boum, comme si de rien n'était. Je crois que c'est le signe d'une vraie amitié. Mais il y avait beaucoup d'autres au club, ceux de 70 et 80 ans, qui disaient qu'ils auraient aimé entretenir leur relation davantage dans la cinquantaine avant la retraite. C'est facile de se laisser engloutir par le travail et les responsabilités quotidiennes et d'oublier de passer du temps avec les gens qui comptent vraiment. Son conseil était simple. Faites l'effort de renouer avec de vieux amis. Renforcez votre lien avec votre famille. Soyez ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être inscrivez-vous dans un club. Trouvez un groupe de gens qui partagent vos centres d'intérêt, comme le grimpeur dont on a parlé. Parce que ces connexions sont ce qui vous apporte du soutien, de la joie et un sentiment d'appartenance en vieillissant. Et le dernier conseil vient de quelques personnes qui ont eu des carrières stressantes, des fonceurs qui ont atteint un point où ils n'en pouvaient plus, et tout ce qu'ils voulaient, c'était arrêter. Ils n'étaient pas inquiets pour l'argent, ça c'était réglé. Ils avaient juste besoin de repos. Ils avaient besoin que le stress s'arrête.
Mais voilà ce qui s'est passé. Ceux qui ont pris leur retraite uniquement pour fuir le travail, 6 mois après, ils me disaient que la retraite c'est un peu ennuyeux, ou est-ce que c'est vraiment tout? Et le conseil qu'ils vous donneraient, c'est celui-ci. Ne fuyez pas juste quelque chose, comprenez vers quoi vous courez. Planifiez une retraite avec un but, pas juste une retraite de loisirs. Commencez à réfléchir maintenant à quel sera votre but. Il n'est jamais trop tôt pour explorer les choses que vous aimiez vraiment, ou celles que vous avez oubliées depuis l'adolescence ou la vingtaine, et voir comment les réintégrer dans votre vie maintenant. Parce que c'est la meilleure étape de la vie qui vous attend. Vous avez beaucoup à espérer, et il n'est pas trop tard. Prenez les conseils de ceux qui sont déjà passés par là. Choisissez 2 ou 3 choses que vous avez entendues aujourd'hui et notez-les. Installez-vous avec ça un matin tranquille avec un café. C'est ce que je fais, et je peux vous dire que ça change la donne.